Les grands architectes disent qu'il n'y a pas d'architecture passe-partout ou de mauvaise architecture, seulement des architectures qui peuvent ne pas répondre à un besoin spécifique. En résumé, chaque architecture répond à un besoin particulier et il est crucial de connaître les avantages et les inconvénients de chacune pour juger de leur pertinence selon les exigences du projet. La majorité des frameworks sont opinionated, c'est-à-dire qu'ils imposent ou viennent avec une architecture prédéfinie que les développeurs doivent suivre pour garantir le bon fonctionnement du projet dans la philosophie du framework. Par exemple, dans la documentation du framework, on vous dira de placer les contrôleurs dans un dossier spécifique et de les nommer selon une convention donnée. Express étant non opinionated, il n'impose aucune architecture par défaut. Dans cette vidéo, nous verrons l'importance du choix d'une architecture. Je présenterai rapidement, sans trop rentrer dans les détails, quelques exemples d'architectures courantes en fonction de différents critères. Ensuite, nous nous focaliserons sur l'architecture traditionnelle en couche, encore appelée l'architecture entière, qui est l'une des plus simples à implémenter, et nous verrons comment l'utiliser dans un projet basé sur Express. Notez que ce que nous verrons dans cette vidéo s'applique à tous les frameworks non opinionated qui offrent cette flexibilité d'architecture indépendamment du langage ou de l'environnement d'exécution. Un problème récurrent dans le domaine de l'ingénierie logicielle est la question de l'architecture, c'est-à-dire la manière de structurer une application. Les applications développées avec Express n'échappent pas à cette problématique, puisque ce dernier n'impose pas d'architecture par défaut. La question générale qu'on peut se poser est quel est l'intérêt d'une architecture? Il y en a plusieurs, mais pour citer quelques-uns, nous avons la maintenabilité, c'est-à-dire que le fait de bien architecturer une application facilite la maintenance et les évolutions futures de l'application. Nous avons la flexibilité, c'est-à-dire que le fait de réduire le couplage fort permet d'ajouter facilement de nouvelles technologies ou de remplacer certaines technologies. Nous avons également la facilité des tests, c'est-à-dire que avoir une bonne architecture facilite la réalisation des tests unitaires, des tests d'intégration et des tests fonctionnels. Dans le domaine de l'ingénierie logicielle, il existe plusieurs architectures selon les besoins, mais celles-ci peuvent être organisées en différentes catégories. Selon la granularité des services par exemple, nous avons l'architecture monolithique, dans laquelle tous les composants d'une application sont développés et déployés ensemble. L'inconvénient avec cette architecture, c'est qu'elle peut devenir difficile à maintenir et à faire évoluer quand l'application grandit. Nous avons l'architecture microservice, dans laquelle une application est morcelée en de petits composants ou des services indépendants qui communiquent entre eux, mais qui sont développés et déployés indépendamment. L'inconvénient avec cette architecture, c'est qu'elle peut devenir complexe en matière de gestion des services et de la communication entre les services. Si nous prenons un autre critère qui est la structuration interne et la modularité d'une application, nous pouvons citer l'architecture en couche ou l'architecture entière, en anglais le layer architecture, dans laquelle une application est divisée en plusieurs couches pour la séparation des responsabilités et la facilité de maintenance. L'inconvénient avec cette architecture, c'est qu'elle peut introduire du couplage fort entre les différentes couches si elles sont mal implémentées. Nous avons également l'architecture hexagonale ou le port adapta, qui est une architecture qui vise à isoler le cœur de l'application, c'est-à-dire la logique métier, des détails d'infrastructure et des technologies externes, facilitant ainsi les tests et les changements de technologie. Si nous prenons un autre critère qui est la façon dont les données sont traitées, nous pouvons citer le Event Driven Architecture, c'est-à-dire l'architecture orientée événement, qui est une architecture dans laquelle les composants communiquent par la production et la consommation d'événements. Cette architecture est utile pour les systèmes nécessitant une grande scalabilité et une grande réactivité. L'inconvénient avec cette architecture, c'est qu'elle peut compliquer le suivi des flux de données et le débogage. L'essentiel à retenir, c'est qu'aucune architecture n'est universelle. Chacune a ses avantages et ses inconvénients et répond à un besoin spécifique. Pour un petit projet, on peut structurer les choses de manière simple, comme nous l'avons fait dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire sans une séparation particulière et avec tout qui est couplé. Le risque, c'est que nous ne savons jamais quand un projet va grandir. La majorité des grands projets commencent petits, sans savoir qu'ils vont prendre de l'ampleur, mais ils finissent souvent par grandir. Ce que je souhaite dire par là, c'est qu'il vaut mieux mettre en place une bonne architecture dès le début, même minimale, et d'en profiter plus tard, plutôt que d'attendre que le projet grandisse pour le faire. Attendre pour le faire après rend souvent les choses compliquées. Maintenant que nous connaissons l'importance d'une architecture, nous allons nous focaliser sur l'architecture en couche, qui est liée à la modularité et à la structuration interne d'une application. L'architecture en couche, encore appelée l'architecture entière ou en anglais le layer architecture, stipule qu'une application peut être divisée en couches distinctes, chacune ayant un rôle spécifique. Il faut noter que le nombre de couches peut varier selon les besoins ou selon la documentation. Dans certaines documentations, on trouve un minimum de 3 couches, à savoir la couche présentation, la couche métier et la couche d'accès aux données. Dans d'autres, on trouve un minimum de 4 couches,
à savoir la couche présentation, la couche applicative, la couche métier et la couche d'accès aux données. Et dans d'autres encore, on en trouve 5 minimum, à savoir la couche présentation, la couche applicative, la couche métier, la couche accès aux données et la couche d'infrastructure. Mais parmi ces couches, il y en a 3 qui sont essentielles lorsqu'on souhaite architecturer une application en utilisant l'architecture NTR. Il s'agit des 3 couches qui sont représentées ici. Donc nous avons la couche présentation, la couche métier et la couche d'accès aux données ou la couche de persistance. Et pour vous donner une idée rapide du rôle de chacune de ces couches dans l'architecture NTR, nous avons la couche présentation qui sert de point de contact avec l'utilisateur. Donc cette couche sert à présenter des données à l'utilisateur et permet en retour également de récupérer les données saisies ou entrées par l'utilisateur. Donc elle sert de point de contact entre l'application et le monde extérieur ou les utilisateurs. Nous avons ensuite la couche métier qui, comme son nom l'indique, contient la logique métier. Donc c'est au niveau de cette couche que sont définies les différentes règles métiers, la manipulation des entités métiers, et c'est ici également que sont appliqués les différents algorithmes qui sont spécifiques au domaine ou au métier que nous sommes pour lequel nous développons l'application. Nous avons enfin la couche d'accès aux données ou la couche de persistance qui sert de couche de communication avec le système de stockage de données qui est représenté par un cylindre ici. Donc c'est ici qu'on retrouve les différentes opérations de CRUD, c'est-à-dire le create, le read, le update et le delete. C'est également ici qu'on retrouve les mappings entre entités métiers et des tables d'une base de données par exemple. Donc il faut noter qu'ici il s'agit d'une représentation simplifiée parce qu'on aurait pu ajouter ici par exemple la couche d'infrastructure. Si nous prenons maintenant une application web qui fait office de REST API comme c'est notre cas, ces différentes couches peuvent se matérialiser comme ce que nous avons ici. Donc le schéma que nous avons ici. Donc on voit que c'est cette représentation en couche qui est reprise ici, en montrant comment les données transitent entre les différentes couches du point d'entrée jusqu'au retour à l'utilisateur, dans le cas d'une API REST par exemple. Donc lorsqu'on représente les éléments en utilisant 3 couches, on parle d'architecture 3 tiers. Donc on parle du Traditional 3-Layer Architecture dans ce cas. Donc lorsqu'on prend une application qui se traduit par un REST API ou un service web, nous avons les différentes couches qui se matérialisent dans la pratique comme suit. Donc nous avons le contrôleur qui fait office de couche de présentation, qui recueille les requêtes de l'utilisateur, procède à une certaine validation pour s'assurer que les requêtes vérifient un format donné, procède à la conversion ou à la transformation de la requête sous un format qui est compréhensible par la couche métier, par exemple en mettant la donnée sous un format JSON afin d'être utilisée par la couche métier. Donc la couche métier va récupérer la donnée en question depuis le contrôleur, effectuer des traitements dessus et si besoin que pour ces traitements nous avons besoin de communiquer avec la couche d'accès aux données. Donc on va passer par les repositories qui font office de couche d'accès aux données et au niveau desquelles nous définissons les différentes requêtes de CRUD qui vont interagir avec la base de données. Donc une fois que les requêtes sont finies, donc les résultats sont retournés à la couche d'accès aux données, représentée par les repositories qui vont retourner ces données au service, qui vont ensuite passer ces données au contrôleur. Donc le contrôleur va de son côté, encore une fois, transformer la donnée reçue de la couche métier sous un bon format afin de le retourner comme résultat ou comme réponse au client ou l'afficher à l'utilisateur. Donc nous pouvons résumer tout ceci à travers le schéma que nous avons ici. Donc nous allons voir à quoi ressemble tout ceci dans la pratique en modifiant le projet que nous avons mis en place jusque-là et où tout était couplé. Mais avant de passer à cela, nous pouvons nous demander pourquoi on fait le choix de cette architecture. On choisit cette architecture d'abord pour la modularité, parce que comme nous l'avons vu, chaque couche a une responsabilité
et cela facilite la maintenance et l'évolution de l'application. Donc si nous voulons faire une modification qui touche juste la logique métier, donc on le fera juste au niveau des services. Lorsque nous souhaitons faire des modifications qui touchent juste aux bases de données, donc on le fera, ou au stockage des données, donc on le fera juste au niveau des repositories, sans forcément toucher nos contrôleurs. Donc en procédant ainsi, cela facilite également la testabilité, vu que chaque composant a une responsabilité qui est claire, donc il suffit de tester de façon isolée le composant en question. Nous avons également la réutilisabilité, c'est-à-dire que les différentes couches ou les différentes implémentations que nous faisons au niveau des services, des repositories, on peut prendre ces éléments et les réutiliser dans d'autres applications qui demandent ou qui ont le même besoin. Nous avons également la flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut remplacer ou modifier le composant d'une couche sans affecter les autres couches. Et pour pouvoir arriver à cela, il nous suffit de respecter les contrats d'interface que nous définissons. Donc cela permet de pouvoir injecter les éléments en passant par l'inversion de contrôle ou l'injection de dépendance, comme nous le verrons par la suite. Et concernant les inconvénients liés au choix de cette architecture, on peut citer le fait que cette architecture peut être jugée comme complexe pour des petits projets. L'autre inconvénient lié au choix de cette architecture, c'est qu'un mauvais design ou une mauvaise implémentation des différents composants de cette architecture, c'est-à-dire des différentes couches, peut entraîner un couplage fort entre les différentes couches. Avec toutes ces connaissances, nous pouvons maintenant passer à la pratique. Nous allons commencer par une présentation rapide de l'existant, c'est-à-dire le projet que nous avons mis en place progressivement lors des précédentes vidéos, qui ne suit aucune architecture particulière et que nous souhaitons maintenant migrer vers une architecture 3/3, c'est-à-dire l'architecture en couche. Donc si nous prenons le package.json, nous avons deux scripts intéressants ici. Le premier permettant de faire le build, vu que nous utilisons le TypeScript, et le fait en mode watch. Nous avons un second script ici qui permet de démarrer le serveur représentant le serveur Express en mode watch également, c'est-à-dire que le serveur sera redémarré à chaque fois qu'il y a un changement de fichier et qu'il y a le build qui est déclenché à travers le script que nous avons ici. Donc nous allons commencer déjà par lancer le projet en question. Donc, je fais npm run build dev pour lancer le build. Donc je prends un nouveau terminal, je fais pareil pour démarrer le projet également en mode dev. Donc ceci me démarre un projet sur le port 3000 auquel je peux accéder ici. Donc je peux utiliser ici Insomnian comme nous l'avons fait dans les précédentes vidéos. Donc une fois le projet démarré, donc cela s'apparente à un service doté d'un service web doté d'un endpoint /user qui me permet de réaliser des opérations de CRUD. Donc lorsque nous faisons le get ici, le get all sur ce endpoint, donc cela nous retourne une liste d'utilisateurs. Donc il faut noter que ici nous n'utilisons pas une vraie base de données, mais nous utilisons juste un tableau que nous mettons à jour et qui nous sert en quelque sorte de base de données en mémoire. Donc ici nous avons le get qui nous retourne ces informations. Donc pour un utilisateur donné, on peut récupérer ces informations en se basant sur l'ID ici. Donc si je fais la copie et que je fais plus tard une requête de type get ici sur le même endpoint, donc j'ai les informations de l'utilisateur ici qui me sont retournées. Donc je peux également créer un utilisateur en utilisant le post. Donc supposons que je veuille créer un utilisateur qui est de niveau junior, qui s'appelle par exemple user, je vais le nommer par exemple test, et qui est dans le département marketing ou IT par exemple. Donc on voit que l'utilisateur est bien créé, que nous avons le 201. Donc on peut également supprimer un utilisateur. Donc si je refais ceci, donc je m'attends à avoir l'utilisateur test que je viens de créer qui est dans le département IT ici. Donc nous avons les différentes opérations de CRUD ici.
Donc j'ai le delete, donc je peux supprimer un utilisateur de la liste. Donc nous avons les différentes opérations que nous pouvons réaliser ici. Donc ici, on utilise un ID qui n'est pas dans la base de données, donc on a le CASA4. Donc si je remets l'ID d'un utilisateur qui existe dans la base, c'est-à-dire l'utilisateur qui est tout au début ici, donc en supprimant, en faisant la requête de delete ici, donc si je fais ceci, on me dit que l'utilisateur a été bien supprimé. Donc si je refais cette requête, je m'attends à ce que je n'ai plus cet utilisateur dans la liste. Donc je fais ceci, donc on voit que l'utilisateur en question n'est plus dans la liste ici. Donc pareil pour ce endpoint qui permet de récupérer les utilisateurs qui sont dans le département IT par exemple. Donc voilà ce que nous avons mis en place lors de la vidéo précédente. Et si on se réfère maintenant au code, donc nous avons le serveur, le point d'entrée du serveur. Donc ici on met en place un petit serveur Express, on met en place endpoint/uses sur lequel on branche un routeur. Donc nous allons juste plus nous intéresser à cette partie où nous réalisons le CRUD. Donc ensuite nous avons un endpoint de test, la gestion des erreurs que nous avons vu dans une vidéo précédente, c'est le serveur qui écoute un port donné qui est le port 3000 dans ce cas. Et lorsque nous nous référons à la partie qui nous intéresse le plus, donc si on regarde ici le user router ici, donc nous créons un routeur et nous définissons différentes méthodes ou différentes routes ici pour réaliser certaines opérations que nous venons de faire. Donc nous avons les différentes routes ici, la route de récupération de tous les utilisateurs, d'un utilisateur, de suppression, la route de création. Donc l'idée c'est que avec ceci, l'existant, tout est couplé au même endroit. Donc on voit par exemple que nous avons des appels qui se font vers ce qui nous sert ici de base de données. Donc la serre de données se fait directement ici. Donc lorsqu'on veut supprimer un utilisateur par exemple, si on regarde ici, donc on réalise tout ça directement ici. Donc on couple. En procédant ainsi, nous n'avons pas une séparation particulière, mais nous avons tout qui se fait au niveau des gestionnaires des routes directement ici. Donc l'idée c'est de migrer tout ceci vers une architecture 3 tiers basée sur les contrôleurs, les services et les repositories. Donc nous allons plus nous intéresser à cette partie du code. Donc à part cela, nous avons la définition du modèle des utilisateurs. Donc notre entité utilisateur suit ce modèle qui est défini ici. Donc voilà, résumé rapidement ce que nous avons. Et ici, nous avons le tableau qui nous sert de base de données en mémoire. Donc il s'agit d'un tableau qui est importé ici au niveau du routeur ici et qui est utilisé, qui fait office de base de données. Donc on récupère ce tableau en mémoire et on effectue des différentes opérations dessus pour simuler une base de données. Donc nous allons essayer de migrer tout cela vers une architecture 3 tiers. Donc si nous nous référons rapidement au schéma que nous avons ici, donc je vais commencer par mettre en place le contrôleur, ensuite le service et ensuite le repository. Donc nous allons procéder ainsi de suite jusqu'à avoir quelque chose de fonctionnel. Et l'autre chose, vu que nous n'avons pas à ce stade mis en place des tests, donc je vais me baser sur les tests directement ici, c'est-à-dire les tests d'intégration pour pouvoir voir si tout est OK. Donc ce que nous allons commencer par faire ici, c'est que je vais créer un module que je vais nommer user.controller ici, user.controller.ts. Donc au niveau de ce module, donc je vais créer un contrôleur. Donc au lieu d'utiliser une classe ici, je vais plutôt me baser sur un factory, c'est-à-dire une fonction qui me crée un objet. Donc je vais nommer ici je vais nommer ce factory user controller factory. Donc je fais ici user controller factory.
Donc il s'agit d'une fonction qui va me créer un objet donné. Donc si nous revenons maintenant au niveau de notre route, ici, nous avons vu que les contrôleurs, c'est eux qui servent de point de contact avec l'extérieur, la couche de présentation. Donc ça sert à récupérer les données de l'utilisateur et à les mettre sous un format qui sera utilisé par les services. Et lorsque toutes les opérations ou les actions que nous souhaitons réaliser est fini, donc on remet, la couche présentation se charge de remettre les données sous un bon format, dans ce cas du JSON, pour le retourner à l'utilisateur ou au client. Donc si nous nous référons à cela, donc ça veut dire que tout ce que nous avons ici, nous pourrons le mettre au niveau de notre contrôleur. Donc nous allons commencer par déplacer tout ceci, créer une méthode au niveau du contrôleur et le mettre là-bas. Donc ici, il faut donner un nom à cette méthode en question. Donc nous allons dire ici, déjà, je laisse ce code. Je vais d'abord mettre en place la création du factory, la création de mon contrôleur ici, le user controller. Donc cet objet va représenter notre user controller. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps ici, on va juste créer ce contrôleur et commencer par l'utiliser là. Donc nous allons aller progressivement. Donc ici, nous allons juste créer notre user controller. Donc je fais user controller. Et je fais ici appel à mon user controller factory. Donc ceci va me retourner l'objet qui fera office de contrôleur. Donc nous allons actuellement utiliser le contrôleur et le mettre ici sur nos différents endpoints ou les utiliser à la place de nos gestionnaires de route ici afin qu'ils puissent recevoir les requêtes et les traiter. Donc ici, nous pouvons maintenant déplacer ceci vers une méthode du contrôleur. Donc je peux déplacer tout ceci et le mettre au niveau de mon contrôleur. Donc, il me faut ici trouver un nom à cette méthode. Donc si nous nous référons à la route ici, il s'agit de la route permettant de récupérer tous les utilisateurs. Donc ici, je peux nommer ceci get all user par exemple. Get all users. Donc je fais correspond là où je map ça sur une fonction qui prend en paramètre la requête et le résultat et qui effectue qui prend comme paramètre la requête et le résultat ou la réponse. La requête pour pouvoir récupérer les données, le résultat pour pouvoir retourner, la réponse pour pouvoir retourner un résultat à l'utilisateur après que les différentes actions seront terminées. Donc ici, on voit qu'en faisant cela, nous manquons de certains éléments ici. Donc du coup, il faut importer ces différents éléments ici. Donc dans un premier temps, je mets en place les différentes méthodes dont nous aurons besoin. Donc ici, ça veut dire que je peux remplacer mon gestionnaire que j'ai supprimé tout à l'heure. Je peux le remplacer par userController.getAllUser comme ça. Et ici, en faisant cela, donc je vois que j'ai des erreurs ici. Pourquoi? Parce que je continue pas à accéder aux données directement ici. Donc je fais appel à la base de données ou à notre base de données furtive, toujours ici. Donc il va me falloir déplacer les différents éléments que j'ai ici. Donc je déplace ceci, je déplace cette ligne également. Et je les ramène au niveau de mon contrôleur ici. Donc ici, en plus de cela, je dois importer la requête et la réponse également. Donc je copie tout ça. Je ramène tout ça ici. Donc je vois que les erreurs ont disparu dans un premier temps.
Donc j'ai le get all user ici, donc il s'agit de la référence vers la fonction que je dois appeler. Donc je vais procéder pareil pour les autres routes également. Donc pour cette route là correspond à la récupération des informations d'un utilisateur. Donc je vais créer ici au niveau du contrôleur une nouvelle méthode que je vais nommer par exemple get user by ID par exemple. Get user by ID. Donc je vais faire pareil, donc je vais récupérer tout ce que nous avons ici. Je le ramène au niveau de mon contrôleur. Je n'ai pas d'erreur. Donc au niveau de ma route, maintenant, je fais appel à mon user controller ici. Donc je fais appel au get user by ID. Donc je vais procéder pareil ici. Donc là, il s'agit de la suppression. Donc on va créer une méthode que nous allons appeler delete user. Donc je fais delete user ici. Donc pareil, je mets la bonne référence ici. Et la dernière méthode qui est la méthode de création. Donc je récupère juste cette partie. Je viens au niveau de mon contrôleur, donc je fais create user. Create user. Donc je mets ici user controller. Create user. Donc ici, jusque là, nous avons créé juste notre contrôleur en déplaçant certaines les méthodes ou les callbacks dans notre contrôleur. Donc en procédant ainsi, on vient de créer une seule couche qui est la couche de contrôleur. Donc si on se réfère à ce que nous avons ici, donc nous avons un contrôleur qui est créé qui correspond à la couche de présentation pour le moment. Donc avec ceci, si on refait les tests, normalement on ne doit avoir rien de cassé. Donc je refais le get user, j'ai ma liste d'utilisateurs, je prends cet utilisateur, je fais une requête de type get ici, donc c'est déjà l'ID, j'ai les informations, je peux créer un nouvel utilisateur, ainsi de suite. Donc si nous revenons maintenant ici, en procédant ainsi, on vient de créer notre contrôleur. Mais si on regarde toujours à l'intérieur de notre contrôleur ici, si on se réfère aux différentes méthodes que nous avons ici, donc on voit que nous avons toujours une partie où nous essayons d'accéder, où nous accédons toujours à notre base de données qui s'apparente aux users que nous avons ici. Donc pareil pour les différentes méthodes, et si on regarde également ici, on voit que nous avons l'accès à la base de données qui se fait ici pour y ajouter de nouvelles données. On voit également la création de l'utilisateur et la création de l'ID qui se fait ici. Donc ce que nous avons ici s'apparente à la logique métier. Donc dans une vraie application, on aura d'autres contrôles qui se feront ici en fonction de l'action que nous souhaitons faire. Donc le contrôleur, son rôle, c'est juste de récupérer les données et de faire appel à des services pour effectuer les actions données. Donc nous allons isoler tout ceci, ou la partie, du moins la partie qui ne concerne pas le contrôleur, nous allons l'isoler dans un service. Donc nous allons créer cette deuxième couche que nous avons ici et que nous allons la nommer user service. Donc je reviens là, je mets en place un user service ici, user service, donc c'est un module également. Donc pareil, nous allons procéder comme tout à l'heure. Donc je vais créer ici un factory que je vais nommer user service factory. Donc j'utilise les factories
pour éviter d'avoir à créer une classe. Donc on aurait pu avoir un service ici directement, user service, qui serait une classe, à la place d'avoir des factories. Donc je fais ceci. Et nous allons encore une fois mettre en place des différentes méthodes de service qui seront appelées par le contrôleur pour effectuer des actions spécifiques. Donc si on se réfère maintenant au code du contrôleur et qu'on regarde un peu ce que nous avons ici, donc pour la création pour la récupération des utilisateurs, donc on vérifie si le département est renseigné et en fonction de cela, on effectue ici un appel où nous effectuons un filtre en fonction du département, sinon on retourne directement la liste de tous les utilisateurs. Mais nous avons vu tout à l'heure que dans la couche présentation, c'est elle qui se charge du formatage des données, donc le res.json que nous avons ici, avant de le passer au service et aussi avant de le retourner à l'utilisateur en sortie. Donc ça veut dire que ces codes doivent rester dans la couche présentation, c'est-à-dire dans le contrôleur. Donc ce que nous allons faire ici, c'est de déplacer juste cette partie dans un service et pouvoir l'utiliser. Donc ici, le users ici, cela fait ceci également s'apparente à un accès à la base de données également. Donc quelque chose qui nous provient également du service. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons mettre en place au niveau de notre service une méthode qui va nous permettre de récupérer les utilisateurs. Donc on va mettre ici get users comme ça pour récupérer la liste de tous les utilisateurs. Donc ce get users, donc on va juste déplacer ce que nous avons là. Et là, nous devons modifier un peu les choses. Donc nous avons le département qui est pris en compte ici. Donc nous allons créer une méthode qui prend en paramètre le département. Donc ici, je vais juste déplacer ceci dans mon service en question. Déjà, je vais commencer par créer le service ici, comme on l'a fait pour le contrôleur. Donc, je fais ici user service. Donc je dis ici que nous faisons appel au user service factory. Et à partir d'ici, nous pouvons faire appel à différentes méthodes du service pour répondre à des besoins spécifiques. Donc je mets ceci ici en attendant que nous allons faire appel au service en question. Donc je peux déplacer cette méthode et le mettre au niveau du get all user. Du get users ici. On voit ici que nous avons besoin de certains paramètres comme le département et l'accès à la base de données. Donc nous allons, comme nous l'avons fait précédemment, déplacer tout ce que nous avons ici. Donc je déplace le user. Donc je déplace ceci, je déplace ça également. Et je le ramène au niveau de mon service. Donc il me reste maintenant la présence de cette dépendance qui est le département. Donc je viens là, j'ajoute le département. Donc je vais dire ici que j'ai besoin d'un paramètre qui est le département, qui est une chaîne de caractères. Donc nous allons ajouter ici que cette chaîne de caractères peut être renseignée ou non. Donc nous allons dire ici que lorsque le département, donc on va faire un peu comme ce que nous avons ici. Nous allons dire que lorsque le département existe, donc on va dire ici que si le département est renseigné, donc nous faisons appel, nous retournons ceci. Donc on fait un return ici
Si le département est renseigné, on retourne cette valeur. Sinon, on retourne la liste complète. Donc, on fera le uses dans ce cas. Donc, get all user nous retourne une liste d'utilisateurs. Donc, si nous revenons maintenant au niveau de notre contrôleur, il nous suffit de faire appel ici au service en question. Donc, vu que ce travail se fait déjà au niveau du service, donc on peut enlever ceci et dire que nous récupérons. Donc, on peut dire ici que nous avons ici la liste des utilisateurs qui nous est retournée par notre user service get users comme ça. Et là, nous pouvons lui passer le département que nous avons là. Et là, nous avons une erreur de typage. Donc, il suffit de dire que ceci est considéré comme étant une chaîne de caractères où potentiellement sa valeur n'est pas renseignée. Donc, si nous revenons au niveau de notre service, donc nous avons le get users. Donc, nous allons faire pareil pour les autres méthodes. Donc, si je prends le get user by ID, donc je vais récupérer la partie qui doit être mise dans le service. Donc, tout ça, c'est la récupération des données. Ici, c'est le retour des données. Donc, la seule partie qui reste, c'est cette partie où nous voyons l'accès aux données, où nous faisons des actions. Donc, du coup, j'enlève ceci. Et cela va correspondre au get user by ID. Donc, ici, au niveau de mon service, je vais créer une méthode que je vais nommer get user, à l'intérieur de laquelle je mets ceci. Donc, on voit ici que nous avons le user ID qui nous manque. Donc, on va l'utiliser ici comme paramètre. Donc, je fais ceci. Et il nous faut après retourner cette donnée. Donc, je peux faire directement le return ici. Donc, on peut maintenant utiliser cette méthode ici. Donc, au niveau du user, donc on va dire ici que notre user maintenant correspond au user service. User service.get user. Donc, on va passer ici le user ID en question. Ici, nous allons faire pareil pour le delete. Donc ici, nous avons la récupération des données, donc couche présentation. Ici, ça ne concerne pas la couche présentation vu qu'on accède aux données. Et ici, si on regarde un peu ce que nous faisons ici, cela s'apparente à chercher dans la base de données si un utilisateur dont l'ID, si nous avons un utilisateur dont l'ID est égal à l'ID qui est passé lors de la requête. Donc, si nous prenons le code que nous avons ici, donc cela s'apparente déjà à ce que nous faisons. Donc, regardons ici, cela s'apparente à ce que nous faisons là. Donc, si je fais, par exemple, si je récupère ce code, si je prends ce code tel quel, que je le mets à côté ici, donc on voit que ce que nous faisons en réalité ici, tout ce que nous faisons ici, c'est déjà le code qui est là. Donc ça veut dire que pour cette partie, nous pouvons directement utiliser notre service que nous venons, la méthode de notre service que nous venons de mettre en place. Donc on peut faire ici user service.get user et lui passer le user ID qui est récupéré là. Donc cette partie, c'est la couche de présentation, vu qu'il retourne des données sous un format. Et nous avons également cette partie où nous faisons un filtre pour pouvoir récupérer des données. Donc ici, c'est l'accès aux données, donc on va le déplacer en dehors d'ici. Donc je copie ça.
Je viens au niveau de mon service. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous essayons de supprimer un élément de la liste. Donc on va créer ici une méthode delete user. Donc, nous avons besoin du user ID comme paramètre ici. Donc je peux refaire ceci. Donc pas besoin dans ce cas de retourner quoi que ce soit, c'est juste qu'on modifie notre base de données fictive en lui donnant comme valeur le nouveau contenu de la liste filtrée. Donc je pense que j'ai remis ici une accolade, donc là c'est bon. Donc il me suffit maintenant d'utiliser le delete user ici. Donc je vais faire mon user service, faire appel au delete user et passer ici le user ID. Jusque là c'est bon. Donc nous allons faire la même chose pour le create user. Donc ici c'est l'accès aux données contenues dans la requête. Donc tout ça, c'est la création d'un ID. Donc on peut dire que ceci s'apparente à une logique métier que nous voulons utiliser, un UID, ou que les utilisateurs doivent avoir un ID donné. Donc c'est pas au contrôleur de faire ça. Donc nous allons déplacer ceci dans la partie service. Donc on voit la création d'un nouvel utilisateur et son insertion dans la base de données. Donc on va déplacer tout ça et le ramener au niveau de notre service en question. Donc on va ajouter ici une méthode create user. Donc j'insère tout ça ici. Donc cela veut dire que nous aurons besoin de ces informations en entrée. Donc on va dire ici par exemple que ceci correspond au user data et que nous aurons besoin de ces informations. Donc concernant les users, le user data ici, donc on peut dire dans un premier temps que l'user ID c'est une chaîne de caractères, le département c'est une chaîne de caractères et le name c'est une chaîne de caractères également. Le level également c'est une chaîne de caractères. Donc nous avons notre user data. Donc ce que nous pourrons faire ici, nous allons ensuite déstructurer ces différentes informations et les utiliser plus tard. Donc on va faire ceci. On le place, on déstructure notre user data. On utilise ces informations pour créer notre utilisateur. Donc ici, nous avons potentiellement des erreurs de typage. Nous savons que notre tableau de user doit contenir, notre tableau user, c'est-à-dire notre base de données doit contenir une liste d'utilisateurs. Mais les données que nous passons ici ne respectent potentiellement pas l'interface ou le modèle que nous avons défini initialement, d'où ce problème. Parce que nous avons dit au niveau de notre, si on se réfère à la définition que nous avons ici au niveau du modèle utilisateur. Donc nous avons le département qui doit prendre l'une de ces valeurs ici, alors que nous avons dit tout à l'heure que le département est une chaîne de caractères, lorsque nous le renseignons ici. Pareil pour le level. Donc nous allons essayer de refactoriser un peu notre interface ici. Donc on va dire que tout ceci, nous allons créer un nouveau type ici. Donc on va créer un type ici que nous allons nommer department par exemple. Department qui correspond à tout ceci. Donc on va déplacer ça. On le met là. Pareil pour le niveau. Donc on va exporter ceci également sous une forme de type.
Donc on va dire que cela correspond au niveau et l'utiliser ici. Donc en procédant ainsi, on peut maintenant utiliser, bien typer notre donnée ici et exiger que le département, que ça doit être un vrai département, c'est-à-dire doit prendre l'une des valeurs que nous avons définies, que le level également correspond à l'une des valeurs du niveau. Donc pour cette partie, nous allons dire que l'ID, c'est une chaîne de caractères, c'est considéré comme une chaîne de caractères. Il dit quoi? Qu'on ne peut pas redéclarer. Oui, parce que au niveau du user data, on n'a pas besoin de l'ID ici. Donc là, on n'a pas besoin de l'ID ici. Et là, nous avons le bon typage. Donc il nous suffit maintenant au niveau du contrôleur. Donc on peut enlever tout ceci. Et dire maintenant, si je ramène ça, donc le user que nous créons ici à la fin, donc on peut dire que notre user maintenant c'est user service. Donc user service, donc on va créer ici maintenant une constante. Donc on va dire ici que ça correspond à user service point create. On lui passe comme paramètre l'information de l'utilisateur. Donc il s'agit de ces informations. Donc le user dans ce cas. Donc ça, nous n'avons plus besoin de tout ça. L'ID également, nous n'avons pas besoin de ça. Donc on peut dire que ça représente le user data. Donc là, c'est bon. Au niveau du create user, on doit en principe retourner après. Donc ici, le user, c'est une création. Donc on ne retourne rien. Si je me réfère à ce que j'ai ici, c'est notre base de données fictive. Le create user, nous avons le user qui est mis à jour. Ici, nous avons notre users. On fait la création de l'utilisateur. Donc pas besoin ici de stocker la valeur. Qu'est-ce que nous pouvons faire en plus? Donc ici, dans l'implémentation initiale, on retournait l'information sur l'utilisateur qui est créé. Donc on peut faire pareil ici au niveau du service. Donc après l'ajout, on dit qu'on retourne ici le nouvel utilisateur que nous avons créé. Donc ici, on peut ramener le user que nous avons ici et l'utiliser pour retourner la valeur. Donc ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons modifié le modèle pour le service et la création. Donc ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons mis en place notre factory qu'on utilise, le contrôleur, c'est bon. Donc pour résumer ce que nous avons fait jusque-là, donc nous avons d'abord créé notre contrôleur en passant par le factory que nous avons ici, ce qui nous donne accès à certaines méthodes pour pouvoir réaliser des actions particulières en fonction des routes. Donc ces différentes méthodes récupèrent les données au niveau de la requête en question et passent ces données au service. Donc ce qu'il faut retenir et qui est important ici, c'est que le service ne doit pas voir directement toutes ces données, ne doit pas avoir accès à toute la requête, vu que pour des raisons de séparation de responsabilité, le service doit avoir seulement les éléments dont il a besoin. Donc pas besoin de lui fournir toute la requête ici, comme nous l'avons fait précédemment. Donc le service ne voit que les informations dont il a besoin pour ces traitements. Donc si nous retournons maintenant au niveau du service ici, donc le service, il a accès directement à la base de données pour pouvoir faire certaines actions. Donc c'est au niveau du service qu'on définit des logiques métiers. Mais dans notre cas, nous n'avons pas de logique particulière, raison pour laquelle nous n'avons pas ces logiques qui apparaissent ici.
Mais je disais tantôt que ceci, on peut dire par exemple que ça c'est une logique métier où nous disons que chaque utilisateur doit avoir par exemple un ID qui permet de les différencier. Donc ici, c'est là, au niveau des méthodes, au niveau du service, qu'on met ces différentes logiques métiers. Et c'est le service qui a accès maintenant à la couche, qui a accès aux bases de données. Donc nous allons passer à la troisième couche, qui est la couche d'accès aux données, où nous allons déplacer ces éléments. Parce que là, ceci s'apparente à une base de données et le service n'est pas censé accéder directement à la base de données comme nous l'avons ici. Donc nous allons dans un premier temps vérifier si nous n'avons pas d'erreur, donc nous n'avons pas d'erreur de compilation, et tester si ce que nous avons mis en place est toujours fonctionnel ou si c'est cassé. Donc je fais ça, j'ai le get qui marche, j'ai le get by ID qui marche, j'ai la création qui marche, j'ai le delete également ce qui marche. Donc si je refais ça, je m'attends à voir un K104, c'est bon. La récupération par département également, ça marche, donc c'est bon. Donc nous pouvons continuer. Donc nous allons maintenant passer à la dernière couche, qui est la couche d'accès aux données, qui est le repository. Donc nous allons faire pareil. Donc je vais dans un premier temps créer ici un module que je vais nommer user repository. Donc nous allons ici créer un factory. Donc je fais user repository factory. Donc il s'agit d'une fonction qui va nous créer un repository. Donc je fais ici return et ça va nous retourner un objet qui est le repository. Donc c'est au niveau du repository que nous mettons les opérations de CRUD, c'est-à-dire la création, la mise à jour, la suppression et tout ça. Et c'est au niveau de cette couche que nous écrivons les différentes requêtes qui vont accéder à la base de données ou au système de gestion de données. Donc cela peut être un fichier ou une base de données en mémoire comme ce que nous simulons actuellement avec notre USAS. Donc je vais commencer par créer ici les différentes méthodes dont nous aurons besoin. Donc si nous recommençons depuis le début, donc j'aurai dans un premier temps le get uses. Donc j'essaie de donner un nom qui est différent de ce que nous avons ici. Donc je dirais que nous avons le get all plutôt. Et nous aurons quelque chose comme ça, le get all. Ensuite, nous aurons le get by ID. Ensuite, le delete. Et ensuite, le create. Donc pour le get all, donc cela va retourner tout. Donc nous allons encore une fois déplacer certains éléments ici. Donc si je commence par là, donc nous avons ici l'accès à notre base de données en mémoire, donc couche d'accès aux données. Donc c'est la responsabilité de la couche d'accès aux données. Donc je vais déplacer ceci et le mettre au niveau de ma couche d'accès aux données. Donc je déplace ceci. Je la ramène au niveau de mon repository ici. Donc j'aurai besoin de renseigner les dépendances dans ce cas. Donc je reviens là. Je récupère ici les éléments dont j'ai besoin. Je reviens là. Donc on me dit ici que j'ai besoin du département.
Donc je vais faire comme ici. Donc on va dire que nous aurons besoin du département et que cette valeur peut être renseignée ou non. Et lorsque je fais ceci, donc ici, ça veut dire que je dois retourner maintenant cette valeur en question. Donc si je viens au niveau de mon service ici, donc je dois faire pareil, je crée mon user repository ici, repository, et je fais correspondre ça au user repository factory, donc il va me créer un factory. Au niveau du user, le user repository, maintenant je dois l'utiliser ici en lui passant la bonne valeur. Donc je fais get all et je lui passe ici le département. Donc ça veut dire que je n'aurai plus besoin de ces vérifications que je fais ici, parce que ces vérifications, je dois les faire ici. Donc ici, je peux faire ceci. Donc je vais dire si le département est renseigné, alors retourne ceci, la valeur filtrée. Sinon, retourne directement la liste complète. Donc retourne users comme ça. Donc ça veut dire que je peux enlever ceci au niveau de mon service. Donc je vais faire pareil pour le user ID. Donc je peux récupérer ceci et même tout ceci. Donc j'ai au niveau de mon get by ID, donc je mets ceci. Donc à la place d'utiliser ça, je vais faire appel ici à mon user repository. Donc je fais user repository ici, user repository, user repository. Je fais appel à sa méthode get by ID. Donc je lui passe ici le user ID. Donc je vais faire la même chose pour le delete également. Donc je récupère tout ça. Je le mets juste là. Et je fais appel ici à mon user repository delete et je lui passe le user ID. Donc je fais la même chose pour la création. Donc pour la création ici ce soit un peu différent. Donc pour la création j'aurai besoin d'un user que je vais juste sauvegarder dans la base de données. Donc dans notre base de données fictive. Donc je fais ceci. Donc on va prendre notre liste d'utilisateurs et la mettre à jour avec la nouvelle valeur qui est renseignée ici. Donc ça veut dire que ici notre user ici, dans un premier temps on doit renseigner, mettre la valeur dans la base de données. Donc on va faire user repository, donc on va faire ici le create et lui passer le nouveau user. Dans un premier temps, lorsque cette requête sera bonne, donc on va refaire maintenant, c'est une création et ça crée un utilisateur donné. Donc du coup ici, soit je retourne l'utilisateur directement ici, soit je refais une requête pour récupérer l'utilisateur. Donc soit j'insère la donnée de cette façon
et je récupère après les informations sur l'utilisateur en faisant le user repository comme ça, .get by id, et passer les informations et passer l'id ici qui correspond à l'id que nous avons renseigné pour l'utilisateur. Donc en procédant ainsi, nous avons mis en place notre repository. Nous avons les différentes méthodes, on va tester que tout marche et procéder à un peu de factorisation encore. Donc là, je regarde d'abord si j'ai des erreurs de compilation. Non, ici non. Donc on va tester nos différentes méthodes. Donc, je prends le get qui est fonctionnel. Donc je récupère l'information sur cet utilisateur pour voir si ça a marché. Donc j'ai les informations qui sont bien récupérées. Je crée un utilisateur qui s'appelle Toto. Ça marche bien. Est-ce qu'il apparaît dans la liste ici? Donc on savoir, ok, il est là. On fait une suppression. C'est bon. Je reviens ici. Supposons que je veux récupérer l'utilisateur en question. Il est dans le département IT. Donc si je fais la récupération des utilisateurs, donc on voit qu'il est dans la liste. Donc ça veut dire que tout est fonctionnel ici. Donc ce que nous avons fait, nous avons déplacé progressivement les éléments. Donc on est passé du contrôleur qui avait accès aux données, on l'a déplacé vers le service, ensuite on l'a déplacé vers le repository. Donc c'est maintenant le repository qui a accès à la base de données, à notre base de données. Donc la couche d'accès aux données. Donc lorsqu'on revient au niveau du service, le service, son rôle, c'est de garder la logique métier et de faire appel au repository, aux besoins pour pouvoir stocker des données ou manipuler les données qui sont stockées en base. Le contrôleur, lui, fait appel au service pour effectuer différentes actions et passer au service les différentes données dont il a besoin pour faire ses actions. Si nous référons maintenant à ce que nous avons ici, donc on vient de mettre en place ces différents éléments. Mais si nous analysons un peu le code que nous avons ici, vous allez remarquer que nos différents services, les services que nous créons ici sont un peu couplés aux différents éléments que nous créons. Donc dans ce cas, le contrôleur que nous avons ici est couplé à ce service que nous avons là. Lorsque nous prenons le service, il est couplé au user repository que nous avons là. Qu'est-ce que j'appelle par couplage? C'est que nous créons, c'est ici que nous créons le repository et que nous l'utilisons directement dans le service. Donc procéder de cette façon ne nous permet pas de remplacer facilement les repositories. Donc un code qui est écrit comme ça est difficilement testable. Donc l'idée c'est de pouvoir passer en utilisant l'injection de dépendance, donc d'avoir les différents éléments, les dépendances ici, qui soient injectés ici lors de la création des différents éléments que nous avons. Donc nous allons un peu modifier notre code pour pouvoir réaliser cela. Donc si nous commençons ici par le repository, donc le repository aura dans ce cas besoin d'accéder à la base de données pour faire ces différentes opérations. Mais ici c'est quelque chose qui va changer en fonction du repository que nous créons. Donc ça veut dire qu'il suffit que le repository respecte une certaine interface et qu'il fasse ces différentes opérations. Donc ce que nous allons commencer par faire avant d'aller plus loin, c'est de mettre un petit typage ici pour pouvoir mieux voir les choses. Donc ici, si je prends, on va tricher un peu, si je prends le user factory, on peut juste récupérer déjà le typage que TypeScript nous donne à travers l'éditeur de test ici pour définir à quoi va ressembler un user repository. Donc ici, nous allons juste dire ici que nous avons une interface user repository
et que cette interface doit respecter le contrat que nous avons là. Donc nous avons le bon typage qui est là. Donc il nous suffit de dire ici que notre user repository nous permet de créer un user repository de cette façon. Donc ça veut dire que si nous revenons maintenant au niveau de notre service, nous pouvons dire que notre service ici, notre factory, pareil, donc on va mettre en place le typage également ici. Donc on va tricher un peu ici. Donc on va copier tout ça et l'utiliser également pour créer une interface. Donc je crée une interface ici que je vais nommer user service. Donc on procède dans un premier temps au typage. Donc je fais user service ici. Donc ici je vais dire que ça retourne un user. Donc on va dire ici que un user, le user factory, ça nous retourne un user service. Donc nous allons faire pareil pour le contrôleur ici. Pour le contrôleur, c'est pas trop grave. Donc si nous revenons maintenant ici, nous aurons besoin plus du typage pour les parties où nous aurons besoin des dépendances. Donc si je reviens au niveau de mon user service ici, on voit que nous couplons le repository au service que nous avons ici. Donc nous allons changer un peu les choses. Nous allons dire que cette information, nous souhaitons le passer à la création du factory, à la création du user service, qu'on puisse lui passer ceci comme dépendance, de sorte à pouvoir le modifier à la création selon le besoin. Donc procéder de cette façon, en utilisant l'injection de dépendance, on peut facilement tester les user services, c'est-à-dire qu'à la création, on peut leur passer par exemple des user repository qui ne seront pas des vrais user repository, où on peut stubber par exemple certaines méthodes pour retourner des valeurs spécifiques lorsqu'on est en phase de test. Donc en procédant de cette façon, on peut également créer plusieurs repositories. On peut avoir un repository qui nous permet de communiquer avec une base de données, un repository qui nous permet de communiquer ou de stocker les données dans un fichier, etc. Donc ici, nous allons commencer par mettre en place le paramètre qu'on va injecter à la création du service. Donc ici, nous allons dire que notre user repository maintenant est une dépendance de type user repository comme ça. Donc ça fait que lorsque nous allons faire appel au user factory, maintenant il va falloir lui passer un user repository. Donc ça veut dire que ceci devient une fonction qu'on peut utiliser en lui passant certains paramètres. Donc ce qui fait que nous pouvons maintenant déplacer ceci. Donc on déplace le user repository, donc c'est à la création ici qu'on aura besoin de renseigner cette information. Donc je fais juste ceci. Là, nous venons de faire appel au user service en lui passant le user repository. Donc pour le user repository factory, donc si on regarde un peu, donc il faut importer le user repository en question. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc en faisant cela, nous avons fait en sorte que le service maintenant prend comme paramètre ou comme dépendance le user repository. Et cette dépendance lui est passée ici lors de la création. Donc nous allons faire pareil pour le contrôleur ici. Donc nous allons injecter ce service au lieu de coupler le contrôleur avec le service directement comme nous l'avons fait ici. Donc on va dire qu'au niveau du contrôleur également, que le factory
prend comme dépendance le user service ici, un user service. Donc ça veut dire que pareil, c'est lorsque nous allons créer le contrôleur que nous allons indiquer quel service nous souhaitons utiliser. Donc ça veut dire que nous pouvons déplacer tout ceci et aller maintenant au niveau du routeur. Donc on ramène tout ici. Donc je fais les bons imports. Les bons imports. C'est bon pour cet import. Cet import. Donc du coup ici, en créant le contrôleur également, vu que nous créons la dépendance ici, nous pourrons maintenant le passer à notre contrôleur ici. Donc on va revoir si tout est OK. Donc nous avons la création de notre repository, la création de notre service en lui injectant le user repository. Donc on n'a plus besoin de ça ici. Donc au niveau du contrôleur, pareil. Donc on n'a plus besoin de tous ces éléments ici. Donc le contrôleur, on lui injecte le service en question lors de la création, ce qui se retrouve finalement au niveau de notre routeur ici. Donc ici, nous avons d'abord la création des dépendances qu'on injecte aux différents éléments, ce qui nous permet d'avoir notre user controller qu'on utilise ensuite pour brancher sur les différents endpoints ou les différentes routes que nous avons ici. Donc on vérifie si nous avons des erreurs de compilation. Non, ici pas d'erreur de compilation. Donc nous allons retourner et réaliser encore des tests pour voir si nous n'avons rien cassé. Donc je fais ceci. J'ai la liste qui est bonne. Je récupère les informations sur un utilisateur. Je crée un utilisateur que je vais nommer Tata. Bien créé. Nous allons supprimer un utilisateur donné. On va voir si le Tata que nous avons créé va apparaître ici. Donc là, c'est bon. Donc nous venons de mettre en place notre serveur en utilisant l'architecture 3 tiers. Donc une chose que nous pourrons faire en plus de tout ce que nous avons fait ici et qui nous manquait jusque-là, c'est la validation des données. Donc c'est une chose que nous n'avons pas mis en place jusque-là. Donc cela se fait au niveau de la couche présentation. Donc au niveau de notre contrôleur. Donc en supposant ici que nous souhaitons réaliser des validations, donc on va faire un seul cas, vu que vous pouvez reprendre la même chose pour les différents autres cas. Donc on va faire un cas qui sera le cas de la création ici. Donc supposons que nous souhaitons réaliser une validation des données utilisateurs ici, avant de sauvegarder cela dans la base de données. Donc ici, nous récupérons les informations et il faut procéder à une validation de ces données avant de les sauvegarder. Donc il nous faut mettre en place une petite vérification ici. Et cette vérification, cette validation, c'est une validation côté HTTP. C'est-à-dire que nous souhaitons juste vérifier que les données qui rentrent ici sont bonnes. Donc on peut effectuer d'autres validations plus tard côté logique métier. Donc ça c'est un autre type de validation. Mais ce que nous souhaitons faire ici, c'est juste s'assurer que les données que nous recevons lorsque l'utilisateur fait la requête sont bonnes. Donc nous allons profiter pour mettre en place là. Donc pour cela, je vais utiliser, pour m'aider dans la validation, je vais m'aider de ce paquet. Nous allons installer ce paquet qui nous permet de réaliser des validations. Donc on va voir un peu ce qui a été mis en place ici pour pouvoir le faire rapidement. Donc je vais commencer par installer le paquet en question. Donc je fais ici un npm install avec le nom du paquet. Donc je copie simplement ceci. Donc j'installe le paquet en question. Je vais juste arrêter mes serveurs et les redémarrer.
Donc j'ai l'installation du paquet qui est là. Donc je redémarre mes différents serveurs, je relance le build, je relance le serveur. Donc au niveau du contrôleur ici, je vais dire que je veux créer un validateur que je vais utiliser pour valider les données. Donc je vais procéder un peu comme ce que nous avons ici. Donc je vais faire un create validator. Donc du coup ici, je fais create validator en lui passant une configuration qui s'apparente à ce que nous voyons là. Donc il faut une configuration pour valider notre objet. Donc ici, je vais créer cela séparément. Donc je crée ici ma config. Donc je vais mettre user, on va user data config par exemple, ou user validator. Je vais mettre juste à validator config. Donc on va passer la configuration ici. Donc on va se dire que pour notre requête, nous aurons besoin d'avoir le nom, le département et le niveau pour un utilisateur donné. Donc il faut définir pour chaque clé une configuration qui va nous permettre de faire la validation. Donc je vais faire pour le niveau. Donc ici, nous allons dire que le département que nous souhaitons que le département est requis. Et donc je vais mettre ici required et en suivant la documentation, je passe le message que je veux retourner à l'utilisateur lorsque l'information est requise. Donc pour une idée rapide, donc nous avons la clé et les différentes validations et les messages d'erreur correspondantes. Donc concernant le required, je vais dire ici que le département est requis. Donc je peux dire ici le user department is required. Donc concernant le type, donc on va dire que le type c'est une chaîne de caractères et lorsque ce type n'est pas bien renseigné, donc on va dire que les user departments must be a string par exemple. Donc c'est bon, donc nous voulons que le département soit une chaîne de caractères et que ça soit requis. Donc on veut également que ce département prenne certaines valeurs. Donc dans ce cas, on doit utiliser l'enum. Si je cherche enum ici, donc on doit avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc on va copier ça. Donc au lieu de dire ici que les valeurs sont M, F, tout ça, donc on sait que le département, si on se réfère au modèle, donc si je prends user modèle ici, donc le département doit prendre l'une des valeurs suivantes. Donc je vais utiliser ça, l'une des valeurs suivantes plutôt. Donc je viens au niveau de mon contrôleur, je fais ceci. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Non. Donc du coup, à la place des barres verticales, je dois avoir des virgules. Et je vais dire ici que le département doit prendre
une des valeurs suivantes. Donc je renseigne ensuite les différentes valeurs. Donc je vais faire ceci. Donc, je vais juste mettre des côtes ici. Je fais ça. Donc c'est bon pour le département. Donc je vais faire pareil pour le nom. Donc je vais juste copier une partie de ça. Donc je dis ici que le nom de l'utilisateur. Donc on va changer les parties où nous avons département par name. Donc on va faire le minimum possible. Et au niveau du niveau, donc on va faire pareil. Donc je récupère tout ça cette fois-ci. Et on va dire que les niveaux sont les valeurs que nous avons vues ici. MJS. Donc du coup, je viens là. Je mets à la place de IT. Je mets M à la place de marketing. Je mets J. Et à la place de HR, je mets S. Donc nous venons de mettre en place la configuration de validation. Donc nous allons utiliser cela pour pouvoir réaliser la validation ici. Donc si on se réfère à la documentation, c'est que ceci nous retourne à la validation, ceci nous retourne une erreur que nous pourrons afficher à l'utilisateur. Donc l'erreur est sous ce format. Donc il indique pour chaque champ l'erreur qui est associée. Donc sous forme de tableau. Donc nous allons procéder ici. Tout à l'heure, nous avons fait la création de la configuration. Ceci nous donne un validateur. Donc nous allons utiliser le validateur en question pour pouvoir valider les données que nous recevons en entrée. Donc ici, en faisant le create validator, donc ça nous donne accès à un validateur que nous pourrons utiliser ensuite pour valider la donnée. Donc je ferai ici validator.validate et je passe ici la donnée que nous souhaitons valider. Donc dans notre cas, il s'agit des données que nous avons récupérées ici. Donc on va être explicite, il s'agit du user data ici que nous souhaitons valider. Donc ceci va nous retourner des erreurs de validation. Donc on peut nommer ça ici validation errors par exemple. Donc il s'agit d'un tableau d'erreurs de validation. Donc il nous suffit dans ce cas de vérifier s'il y a une erreur dans le tableau. Donc on va dire ici si validation error .length. Donc s'il y a des erreurs dans le tableau, donc on va retourner cette erreur à l'utilisateur. Donc on va faire un return ici. Donc on fait résultat.status. Donc on va dire que c'est du cas 100 vu que c'est des erreurs de validation. Et on va faire ici du results.json et on va retourner les erreurs de validation à l'utilisateur. Donc il s'agit de ces erreurs en question. Donc sinon, on fait la création normalement. Donc nous allons tester cela pour voir ce que ça donne. Donc je reviens au niveau de mon service ici. Je prends la création.
Donc au niveau du département, par exemple, je vais mettre une valeur qui n'est pas vraie. Donc je mets par exemple le taux. Je fais entrer. Donc ici, j'ai une erreur due à une mauvaise implémentation. Donc j'ai quand même le résultat d'erreur, l'erreur qui m'est retournée, mais j'ai une mauvaise status code ici, qui est 200. Alors que j'ai une erreur qui me dit que le département doit prendre l'une des valeurs indiquées ici. Donc ça veut dire que je dois revoir ici mon erreur. Donc ici je dis, si ceci, je devais avoir ici un return et indiquer que le statut c'est du K100. Je sais pas pourquoi j'ai du... Ok, donc je fais results status. Ici, je dis que c'est du K100. Donc je refais le test. Soit j'ai mal écrit le code, ok. Donc là maintenant, j'ai le K100 qui dit que j'ai une erreur au niveau du département. Donc en supposant par exemple que je ne renseigne pas le nom de l'utilisateur ici et que je fasse un save, donc je vois que j'ai une erreur de validation ici qui me dit que le nom de l'utilisateur est requis. Donc si je reviens, que je mets un nom qui est bon et que je mets une valeur qui correspond à l'un des départements, et que cette fois-ci je fais une erreur au niveau du niveau et que je mets GE comme ça, donc on me dit que le niveau n'est pas bon et qu'il doit prendre l'une des valeurs suivantes. Donc je mets par exemple S pour senior. Et là, j'ai mon objet qui est bien créé. Donc je peux après récupérer l'ID et l'utiliser par exemple pour faire une requête ici et voir ce que ça me donne. Donc je viens de créer un utilisateur qui appartient au département, qui est lié au département marketing et qui est de niveau senior. Donc voilà, de façon générale, donc nous avons vu comment utiliser l'architecture 3 tiers pour pouvoir mettre en place une application Express. Et nous avons également profité pour voir comment nous pouvons réaliser la validation qui est une validation que nous avons réalisée au niveau de la couche contrôleur. Donc nous pouvons réaliser la même chose également au niveau des autres endpoints ou des autres routes si nous le souhaitons. Donc au niveau du delete par exemple, on va juste s'assurer que l'ID est bon. Donc on a besoin de cela juste dans le cas de la création, vu que c'est une requête de type POST où l'utilisateur envoie des données qui sont censées être validées avant d'être utilisées dans la base de données. Donc voilà de façon générale, et l'avantage avec cette architecture, c'est que lors des tests, nous pouvons par exemple lors de la création du contrôleur, lors de la phase de test, changer ce service que nous avons ici par un autre service. Donc au niveau du routeur ici, donc lors de la création, nous pouvons modifier les dépendances que nous avons ici en les remplaçant par des dépendances qui peuvent être stubées, moquées, tout ce que nous voulons. J'ai remplacé ça par des tests double lors de la phase de test. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo qui a porté sur l'architecture d'une application Express en utilisant l'architecture en couche, le N-tier, qui se résume pour la majorité des applications à 3 couches minimum, qu'on appelle le tri-tier. Donc dans la prochaine vidéo, donc, nous allons voir que nous pouvons créer un repository. Donc à la place d'utiliser ici un repository qui fait des requêtes en utilisant notre base de données en mémoire ici, c'est-à-dire un seul tableau. Donc nous pouvons facilement créer un repository ici pour remplacer le repository que nous avons là en utilisant le principe de l'injection de dépendance. Donc nous verrons cela dans la
dans une prochaine vidéo. Donc à la place d'utiliser ce user repository qui est un repository qui est basé sur une base de données en mémoire, nous pourrons le remplacer facilement par un repository qui va faire une requête vers une vraie base de données. Donc c'est l'avantage de la structure en couche que j'avais cité et que je disais qu'on pouvait remplacer facilement une couche par un élément équivalent cet élément équivalent respecte le contrat que nous avons défini initialement. Et ce contrat, dans notre cas, ce serait le user repository ici. Donc il faut s'assurer juste que nous avons un user repository qui respecte ce contrat que nous avons défini. C'est-à-dire que nous avons un getAll qui retourne une liste d'utilisateurs, un getById qui retourne soit un utilisateur ou rien, un delete qui retourne un delete qui ne retourne rien, un create qui ne retourne rien. Donc ici, ce qui serait intéressant ou aurait été intéressant de faire, c'est d'avoir du nul à la place du undefined ici. Donc ça veut dire que je dois modifier un peu les choses ici et dire que si nous n'avons rien, on retourne la valeur nulle au lieu de undefined. Je pense qu'on doit modifier cela ici également. Get, ok. Le get user, donc il doit retourner ici également du nul à la place du undefined. Donc je pense que ça va casser le typage à certains endroits. Le create user, ok. Si je vérifie rapidement, là nous sommes create user, ok. Donc on va retester le service une dernière fois. Donc là, nous n'avons pas de message d'erreur. Je fais la récupération. Vu que l'élément supprimé n'est pas là, je récupère les informations. Je crée un utilisateur. Je récupère ces informations avec l'ID. Ça marche bien. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Donc je mettrai également en commentaire dans la description de la vidéo le lien vers le dépôt Git pour pouvoir accéder à ce code et pouvoir le tester également en local. Si vous le souhaitez. Ou repasser dans le code si vous le souhaitez bien. Donc ceci nous amène à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas également à partager ces contenus autour de vous pour améliorer la visibilité de la chaîne. D'ici là, portez-vous bien.